Effectivement, merci de votre présence. Merci à vous de nous accueillir si aimablement dans ce beau lieu. Merci à vous d'être présent, d'avoir affronté le froid pour venir jusqu'ici. Je vais donc partir de ces trois termes que j'ai connectés ensemble, ces trois C, connecté, communicant, consommateur, pour essayer de penser la nouvelle figure du sujet qui apparaît aujourd'hui, et d'abord sous le titre de la subjectivation. Oui, je crois qu'il y a un nouveau mode de subjectivation. Et pourquoi ce terme de subjectivation, non pas seulement de sujet? Et je crois que c'est une conception moderne. Je reviendrai à la fin de mon exposé à ce propos, c'était le sujet, à ce propos, qui est qu'on ne croit plus au sujet tel que la philosophie classique l'a établi, n'est-ce pas? L'a ancré dans l'être, ancré par rapport à Dieu. Le sujet de la philosophie classique était dans sa stature et son fondement de sujet. Nous, on a été sensibles, notamment l'enseignement de Foucault, aux modes divers de subjectivation qui nous transforment. Subjectivation, vous entendez dedans le terme de transformation. Donc le sujet n'est plus un roc impassible, selon l'image classique de l'île au milieu des flots, contre lequel les flots viennent battre, mais sans pouvoir avoir prise dessus, imperturbable comme il est. Non, on a affaire maintenant à des modes de subjectivation, c'est-à-dire de transformation divers, n'est-ce pas, de notre capacité de sujet. Oui, je reviendrai sur ce terme de capacité de sujet. Si le sujet n'est plus ancré dans l'être, comme dans la pensée classique, on le représentait, la question c'est quelle est notre capacité de sujet et comment aujourd'hui essayer de la déployer. Alors, oui, ces trois termes dont je suis parti, dont j'ai fait titre, n'est-ce pas, connecté. Vous voyez que connecté, communicant, consommateur, on irait vers du plus actif, puisque connecté, c'est au passif. Communicant, c'est une sorte de partie présent qui ne tranche pas vraiment. Mais consommateur, il y aurait acteur. Enfin, on serait là des sujets n'est-ce pas, vraiment à l'œuvre. Ce dont je doute. Mais connecté, c'est cet état nouveau du sujet aujourd'hui, être connecté. Qu'est-ce que cela a modifié? Le fait qu'on soit continuellement dans une sorte de relation avec quiconque ou avec jusqu'au bout du monde, et qui ne s'interrompt pas. Être connecté, rester connecté, et le fait que personne n'y échappe. Même au désert, on est connecté, n'est-ce pas? Donc le tissage de cette connexion est partout. Et peut-on encore faire trou dans ce tissage de la connexion? C'est de moins en moins évident. Donc cette obligation, et ce qui évidemment me gêne dans cette situation, c'est vous n'avez qu'à vous connecter, n'est-ce pas? Ce renvoi qui nous est fait quand on veut demander un renseignement, quand on veut parler à quelqu'un, n'est-ce pas? Pour l'information, non, vous connectez. Donc il y a quelque chose là qui me paraît vraiment un trait, bon, c'est un trait évidemment de la technicité contemporaine, mais qu'est-ce qu'il modifie en nous? Plutôt quelle forme nouvelle de subjectivation il produit? Donc vous voyez, ce terme de subjectivation, introduit par Foucault et par d'autres, c'est pas à la fin du siècle dernier, il est devenu nécessaire. On peut parler seulement de sujet, mais de subjectivation, c'est-à-dire des modes divers de transformation du sujet, ce qui signifie que le sujet n'est plus le sujet hégémonique dans sa liberté telle qu'on l'a conçue, disons, dans la pensée classique, mais quelque chose qui est traversé par les influences, la technologie et tout ce qui, finalement, fait que l'ancrage du sujet eh bien, se trouve remis en question et diversifié. En tout cas, ce qui me paraît important dans cette connexion, c'est le passage au réactif. N'est-ce pas? Et ça fait qu'il me paraît important du monde contemporain, le passage, disons, du réflexif au réactif. Et qui va de soi, n'est-ce pas, avec le passage du penseur à l'influenceur. Oui, ces modalités, elles sont nouvelles, n'est-ce pas? Mais elles nous traversent. Elles nous traversent et, disons, je crois qu'elles nous obligent à réagir pour nous choisir à nouveau frais dans cet environnement qui, disons,
met en question certaines libertés du sujet. Moi, je suis en tout cas d'une chose. Avant, quand on écrivait une lettre, on disait tout dans la lettre et c'était fini. On avait la paix pour un petit bout de temps. Maintenant, il faut rester connecté tout le temps, n'est-ce pas? Et donc, on devient réactif de toutes les minutes. J'ai envoyé un mail, aussi toujours sur une réponse, il y en a encore un autre, etc. Et donc, cette sorte, pour organiser une conférence, avant, on faisait une lettre et puis c'était blindé. Enfin, c'était fait. Maintenant, non, tous les jours, il y a un nouveau mail et, disons, pour un détail, pour ceci, pour cela. Alors qu'avant, je dirais... Alors, je ne vais pas faire de avant un idéal, hein. Il n'y a pas de retour passé pour moi qui puisse intervenir. Mais disons, ce que je considère, c'est qu'avant, quand on écrivait une lettre, on la concevait. Et donc, voilà, on organisait sa proposition. Passer au niveau du réactif, ça signifie que tel point, tel autre, chaque fois, c'est un mail différent. Et donc, on est obligé d'être constamment, réactif à ça. Je trouve ça très coûteux en temps, en énergie, bref. Peut-être qu'il faudra acquérir une certaine hygiène de cette condition, sinon on risque d'y être perdu. Alors, la communication vient en sens... Alors, parce que connecter, en fait, d'abord, c'est deux appareils qui sont connectés. Hein, dans l'usage du terme, dans sa promotion, un appareil connecté avec un autre. Et puis, le sujet est entré là-dedans. Je suis connecté, connectez-vous. Mais le sujet est entré sur le mode de l'appareillage. C'est ça qui me paraît important. Et donc, il se trouve embarqué dans la connexion, et bien sûr, comme pour toute modification contemporaine, sans qu'il l'ait choisi. La communication va dans la suite, n'est-ce pas? Communication, le fait qu'on soit toujours en train de communiquer, est-ce que ça nous laisse encore à exprimer quelque chose? Est-ce que dans, vous savez, ces deux notions qu'on met en vis-à-vis, communication, expression, est-ce que la communication n'a pas finalement terrassé, n'a pas triomphé de l'expression? Expression, mais l'expression, c'est l'expression d'un sujet. Je m'exprime. La communication, c'est une sorte de mise en réseau qui est maintenant le plus généralisé, n'est-ce pas? Mais qui fait disparaître ce qui est quoi? Ce que j'appellerais l'initiative du sujet. C'est par là que j'essaierai de penser la notion de sujet. C'est sa capacité d'initiative. Il faut entendre le mot latin, n'est-ce pas? Initium. Qu'est-ce qui fait un sujet? Malgré toutes les critiques, je reviendrai dessus tout à l'heure, à l'égard du sujet, y compris dans la philosophie de la fin du XXe siècle, c'est qu'il me semble qu'il y a quelque chose qui est constitutif, qui n'est pas fondé dans l'être, mais qui est fondé dans la capacité humaine, qui est l'initiative. Avoir l'initiative de initium en latin, être au commencement de quelque chose, être au départ d'un possible, c'est ça qui fait le sujet. Et la parole, c'est ça, n'est-ce pas? La parole, c'est j'ouvre la bouche, je commence à parler, voilà, mon initiative du sujet se manifeste. Et je crois que c'est au fond ce qui est le plus constitutif et le plus à conserver, n'est-ce pas? Cette initiative du sujet qu'exprime la parole. Je suis d'abord sujet parce que je parle, parce que je prends la parole. Et c'est cela qui me paraît essentiel à penser, et que le terme de communication risque de noyer. Avec ce coup de la communication, le fait qu'être en réseau, être suivi par le plus grand nombre de gens possible, les followers, n'est-ce pas, risque de primer, ou a déjà primé, sur cette initiative du sujet qui a quelque chose à dire, n'est-ce pas? Alors tout ça, on le sait bien. Le problème, c'est qu'il faut, je crois, essayer aujourd'hui d'analyser un peu, oui, le terme de diagnostiquer le contemporain, parce qu'il me semble que, pour résumer la chose, il y a une menace dont on parle tous, n'est-ce pas? C'est la menace climatique. Peut-être qu'on ne s'en occupe pas assez, mais en tout cas, on en parle. Et il me semble qu'il y a une autre menace dont on ne parle pas, et qui est la menace nous concernant en tant que sujet ou en tant qu'esprit. Je reviendrai sur le mot d'esprit tout à l'heure. Pourquoi on n'en parle pas? Sans doute parce qu'elle est plus intérieure. La menace qu'on dit climatique, elle nous touche du dehors, et on peut en plus la cibler, la dénoncer. Il y a une cause, le CO2. Bon, on peut, disons, faire rentrer ça dans une causalité, et on peut aussi, on peut en parler parce qu'elle est en dehors de nous. Donc c'est une menace qui vient du dehors. Ce qui me frappe, c'est qu'il y a une menace
qui nous traverse du dedans et qui touche à l'invisible. Et cet étiolement de la capacité du sujet à être sujet d'initiative, ben c'est diffus, c'est partout, et j'en suis complice. Donc je ne peux pas la dénoncer comme une cause extérieure, puisque j'y participe moi aussi, n'est-ce pas? Puisque aussi je suis connecté, malgré moi. Hein. Mais néanmoins, je ne peux pas ne pas. Ne pas pouvoir ne pas, ce n'est pas la grande liberté, ça, ne pas pouvoir ne pas. Mais je suis impliqué dans cette mise en réseau qui, disons, sinon me condamnerait à être en solitaire, et même pas, je ne pourrais même pas survivre dans une telle situation. Alors la consommation, on me dira consommateur, là il y a de l'acteur, n'est-ce pas? Donc c'est plus actif. Ce verbe consommer est un verbe, en fait, il faut bien aussi le sonder un peu. Consommer, du latin consumere, c'est consumer. Consommer, consumer. La consommation, c'est là, on consume. Comme on dit, consommer de l'essence, n'est-ce pas? Nous sommes devenus des consommateurs. Alors, quelle est cette instance en nous qui s'est comme ça édifiée à travers tous les discours médiatiques, n'est-ce pas? Qui nous, sous ce terme devenu nouveau, les consommateurs, qui serait la nouvelle figure du sujet. Ce qui me paraît inquiétant dans cette figure du consommateur, c'est le fait que c'est la consommation qui est en jeu, et non plus en amont le désir. Non, vous êtes consommateur, d'emblée consommateur. Mais qu'en est-il du désir? Parce que le désir, qui serait le désir du sujet, n'est-ce pas? Et qu'en est-il au-delà? Quelle serait la fin, le but, la perspective de cet acte de consommation? Non, consommation, en fait, s'isole et de son en-deçà et de son au-delà, et s'immobilise dans cette sorte de pure fonction de consommer, consommateur. Je ne vous cache pas que les trois termes, c'est pour moi le plus horrible. Consommateur. Alors je sais que je suis consommateur aussi. Simplement, c'est quand même une telle réduction du sujet que le couper du désir, d'autant plus qu'aujourd'hui, on nous fait consommateurs, puisque toutes les données, n'est-ce pas, où qu'on soit, les cookies, après les likes, etc., on nous paramètre, on nous programme nos désirs. C'est tant est que ce soit encore des désirs, mais on nous programme notre consommation. Puisque tout a été collecté à titre de données, de paramètres, et ensuite à part des algorithmes qui font après, qu'on nous propose. Et donc, s'il reste encore du désir, c'est un désir préfabriqué. Préfabriqué parce que conçu en fonction de tout ce qui s'opère en amont, je dirais, à notre insu, mais systématiquement, et qui fait que finalement, on nous propose ce que le marché sait déjà qu'on va pouvoir consommer. Alors, peut-être que vous vous inquiétez en disant, mais au fond, en me trouvant très réactionnaire. Non, je ne veux pas être réactionnaire, je veux être résistant. Il faut bien distinguer les deux, n'est-ce pas? Parce que être réactionnaire, c'est faire l'éloge du passé. Je ne le ferai pas. Il n'y a pas d'idéalité passée. Par contre, chaque époque a ses formes de résistance. Nos parents, nos grands-parents ont eu leur forme de résistance. Je crois qu'il y a une nouvelle aujourd'hui, qui est notre résistance par rapport à ce qui nous est imposé à travers ces nouvelles technicités, ces hyper-technicités, et que nous subissons sans l'avoir choisi, et qui progressivement grignotent, rongent, n'est-ce pas, notre capacité à être des sujets, comme je vous l'ai dit, sujets d'initiative. Et donc d'abord de désir, puisque c'est ça qui porte, disons, le plus élémentairement, cette initiative du sujet. Moi, il y a un terme, je tiens dans mon petit bouquin, que je trouve horrible, c'est pouvoir d'achat. D'avoir lié pouvoir et achat, si vous voulez. Achat, accaparer, ça vient du latin, là encore, accaparer, n'est-ce pas? Le pouvoir qui est la notion constitue du politique. Et l'achat, qui est donc la consommation dans sa modalité pratique. Pouvoir d'achat, qui est un terme qui s'est imposé, n'est-ce pas? Un terme coïncident s'il en est, pouvoir d'achat, même les lois sur le pouvoir d'achat. Donc il a été enregistré comme étant un terme, disons, constitutif de notre pensée. Le pouvoir d'achat me paraît une ineptie, n'est-ce pas? De lier comme ça, sans les articuler davantage, le terme de pouvoir, fondateur du politique, et le terme d'achat. Donc voilà, des termes qui ne sont pas neutres. On pourrait croire que,
être connecté, communicant, consommateur, c'est neutre? Non, pas du tout. Pas du tout. Et cela donc fait apparaître ce que j'appelais des modes de subjectivation nouveaux, vis-à-vis desquels je crois qu'on devrait réagir. Alors, il y a quand même quelque chose qui a changé notre mode de vie et de subjectivation, c'est ça. Hein. Vous l'avez tous. Donc, je n'ai pas besoin d'en faire un dessin. C'est le portable. Le portable, c'est quand même, je crois, quelque chose qui change radicalement notre comportement, et en amont de notre comportement, eh bien, notre capacité de sujet. Pourquoi? Parce que, grâce à cela, je ne peux plus m'ennuyer. Puisque quand j'attends quelque part, ici ou là, qu'est-ce que je fais? Moi, je m'en défends, hein. Mais qu'est-ce que je fais sur mon portable? Et je regarde les nouvelles, les mails qu'on m'a envoyés, les news, tout ça, bon. Donc, cette chose qui est nouvelle pour l'humanité, qu'elle ne peut plus s'ennuyer. Elle ne peut plus avoir de temps vacant, de temps libre, de rêvasser, n'est-ce pas, de temps mort. On sait bien que dans nos vies, c'est les temps morts qui sont les plus féconds. On pas ça, temps mort. C'est pas mort. C'est justement, c'est qu'on est renvoyé à notre capacité de sujet et que rien ne m'occupe, je ne suis plus affairé. Oui, donc attendre. Parce que quand on attend, au bout d'un moment, on s'interroge, ou on rêvasse. Bref, quelque chose du sujet se libère. Mais si j'ai cet outil toujours sous la main, n'est-ce pas? Vous savez, les stoïciens disaient ce qu'on a le plus sous la main. Bon, ce qu'on a le plus sous la main, ce n'est pas une formule stoïcienne aujourd'hui, c'est ça, hein, c'est un objet, c'est ça, c'est outil de la technicité. Donc on l'a sous la main, effectivement, et l'avoir toujours sous la main, si on sort sans l'avoir, on dit « Ah, il faut que je rentre chez moi le chercher », n'est-ce pas? Il y a une sorte de... Bon, on l'a beaucoup dit, prothèse, n'est-ce pas, qui s'est faite comme ça, qui fait que, c'est pas seulement que je ne peux plus m'isoler, mais j'insiste dessus, je ne peux plus m'ennuyer. Or, l'ennui fait partie constitutive du sujet. Parce que c'est à partir de l'ennui qu'il y a du désir. C'est à partir des temps morts que quelque chose peut commencer à s'envisager, se rêver, bref, à commencer à, disons, surgir en moi et, disons, me provoquer. Il n'y a plus de vie dans nos vies grâce au portable. Nos vies sont saturées, c'est-à-dire à plein, c'est rempli. C'est rempli, et donc il n'y a plus le vide, il n'y a plus la fissure, il n'y a plus tout ce qui, disons, serait un peu de désarroi, serait un peu de désemboîtement, qui nous réactiverait dans notre capacité, justement, de nous interroger et de nous penser. Au fond, je suis dispensé de moi avec cette chose, le portable. Dispensé de moi, n'est-ce pas? J'ai une sorte de... c'est pas seulement du divertissement, comme disait Pascal, n'est-ce pas? C'est-à-dire, je serais détourné de moi-même, de mon intériorité. C'est le fait qu'il y a une sorte de... je peux être porté par une sorte de préoccupation continue qui m'évite de m'occuper de ce qui pourrait paraître le plus important à prendre en charge ou à penser. Alors, si je dis ça, c'est parce que je voudrais quand même mettre en regard ce qui a été le sujet classique, et puis ces modes modernes de subjectivation. Parce que le sujet classique, tel que l'a conçu la philosophie, eh bien, c'est un sujet à l'inverse de tout ça. C'est le sujet solitaire, solipsiste, comme on dit en philosophie, en tout cas, qui se veut affranchi de toute dépendance. C'est l'image du sujet classique qui était autonome. Vous savez, autonomie, c'est la grande capacité stoïcienne, n'est-ce pas? Et l'idée stoïcienne, c'est que les stoïciens ont pensé dans un monde un peu troublé, après la conquête d'Alexandre, un monde de... Et donc, les stoïciens ont pensé ce qui était... oui, il fallait avoir le plus sous la main les formules de sagesse les plus immédiates pour se tenir, disons, dans des situations difficiles. Et on célébrait la capacité d'autonomie, n'est-ce pas, du sujet.
Il n'y a pas encore un beau sujet, je vais revenir, mais il y avait cette idée d'autonomie. Autonomie, je suis à moi-même ma propre loi, autonomos, à moi-même ma propre loi. Bon, et dans la pensée stoïcienne, il y a ce... bien sûr, je suis inquiété par le monde, malmené par lui, mais il y a une part en moi qui est une part hégémonique. Les stoïciens appellent to egonomikon. C'est-à-dire quelque chose d'hégémonique en moi qui ne peut ne pas être troublé par le monde, qui est comme une sorte de, ce qu'on a appelé chez les stoïciens, la citadelle intérieure. La citadelle intérieure, si vous lisez Marc Aurèle, vous verrez à quel point c'est important. En grec, c'est acropole. Il y a une acropole en moi sur laquelle, n'est-ce pas, rien du dehors ne peut menacer, que ne peut traverser. Je veux dire, c'est ça qu'il y a. Il y a cette sorte de capacité en moi de ne pas être touché dans cette partie hégémonique de moi-même par quoi que ce soit du monde. Donc, c'est ça qui a été au départ de notre figure du sujet, parce que ce qui vient du monde, c'est ce qu'on a appelé, d'un terme européen qui m'a importé, qui est le terme de circonstance. En latin, circumstantias, qui se tient autour. Autour de quoi? Justement, de ce sujet hégémonique tel qu'on l'a pensé à l'époque classique. En grec, péristasis, c'est le même mot, péristasis, circumstantia, Umstand en allemand. L'idée qu'il y a, oui, il y a des choses autour de moi, mais ces choses autour de moi peuvent ne pas pénétrer jusqu'en moi. En tout cas, dans cette partie la plus intime de moi, qui est cette partie hégémonique, qui échappe à toute influence. Ça a été comme la pensée du sujet qui a traversé, depuis les Grecs, n'est-ce pas, toute la période classique, dont le stoïcisme a été le grand support dans la tradition européenne, et qui concevait donc le sujet à l'inverse de ce qui sont ces modes contemporains de subjectivation. Donc comme sujet pouvant s'isoler du monde, indépendant, autonome, maître de lui, autarcique, autarkeia, autarcique. C'est-à-dire ayant son départ en lui-même, pas en lui-même, autos, son arché, son principe. Et donc tout autour, c'était les circonstances comme les vagues de l'océan qui viennent battre contre le rocher, n'est-ce pas, que constitue le sujet. Donc vous voyez, c'est la scène classique de la figure du sujet, vis-à-vis de quoi les modes de subjectivation contemporains vont bien sûr totalement à l'encontre, n'est-ce pas, à l'encontre, hein, puisque le sujet contemporain est traversé par tout ce qui est réseau, par tout ce qui est tout ce système, n'est-ce pas, qui me traverse, donc il n'est pas autour de moi comme des vagues, n'est-ce pas, menaçantes, mais dont je suis traversé, au point que, eh bien, la question devient, qu'est-ce qui reste de l'initiative d'un sujet? On pourrait me dire, oui, mais alors, il y a quand même un avantage à ça. C'est que vous êtes connecté, vous êtes communicant, donc vous êtes plus en sympathie avec le monde. Mais est-ce que d'être connecté me rend moins individualiste? Je crains que non. Je me demande même si l'individualisme contemporain qu'on constate n'est pas en fait articulé avec cette, disons, étiolement de la figure du sujet. Puisqu'au fond, oui, je suis plus au courant des malheurs du monde, c'est vrai. Tous les jours, j'apprends que ceci, cela, etc. Jusqu'à quel point ça me touche, j'en sais plus rien. Vous savez, il y a une scène dans Proust qui est quand même... je ne peux pas relire cette page sans me... à la fois rire et pleurer, si je puis dire. C'est comme Madame Verdurin, parce qu'on faisait d'économies à la fin de la... Enfin, le Proust de la guerre de 14-18, hein, vers 17-18, bon, ben, on réduit les provisions, si je puis dire, et Madame Verdurin ne peut plus manger des croissants. Et puis, un beau jour, elle a obtenu de pouvoir à nouveau manger des croissants, tremper son croissant dans son café, en même temps qu'elle lit un journal où elle apprend qu'un bateau a chaviré. Et elle dit, « Oh, quelle misère !» en même temps qu'elle jouit de manger à nouveau son croissant. On est tous un peu comme ça. Je veux dire que le flux d'événements malheureux que nous apprenons par le portable, moi j'ai pas la télévision, mais bon, j'écoute parfois la radio, au fond, une sorte de préoccupation de la terre entière, si vous voulez, puisque tout est en réseau. Est-ce que ça ne nous blinde pas, en fait, nous,
par rapport à notre capacité de nous émouvoir de ce qui, disons, peut survenir et de malencontreux à l'égard des autres. Donc il me semble en tout cas que cette connexion, cette communication n'a guère de prise sur l'individualisme contemporain, qui me paraît au contraire quelque chose qu'on constate aisément dans la société. Je ne sais pas d'être connecté, communicant, qui nous rend plus sensibles à la misère d'autrui, ou qui fait qu'on s'émeut davantage de ce qui arrive au monde. Car en fait, ce qui est en jeu dans cette émotion à l'égard du malheur de l'autre, c'est l'autre en tant qu'autre, si vous voulez. Et cette figure de l'autre me paraît, au contraire, se dissoudre, de même que la figure du sujet. Le sujet s'étiole, ben je crois que la figure de l'autre s'étiole aussi, de pair avec cet étiolement du sujet. C'est-à-dire qu'au fond, à l'étiolement du sujet, pris dans le système de réseau, d'influence, etc., répond un étiolement de la figure de l'autre. Alors il reste un autrui anonyme, mais disons qui est comme le fond du tableau. En tout cas, je me demande, je sais que l'éducation s'en occupe un peu, est-ce qu'on n'aura pas à penser les formes d'hygiène par rapport à cette technicité, notamment le portable, n'est-ce pas? On le ferme quand on... Merci. On entre pour une conférence. Moi-même, je l'ai fermé, je crois, avant de vous parler. Donc, je pense qu'il y a quelque chose à apparaître comme ça qui va être du comportemental à réguler, n'est-ce pas? Pour retrouver, remettre de l'écart, comme vous l'avez dit dans votre présentation, je vous en remercie, remettre de l'écart par rapport à tout ça. Donc, ne pas l'oublier. Vous avez très bien dit, l'écart, c'est à la fois ce qui ouvre une distance, mais qui maintient en regard, n'est-ce pas? Il n'est pas question d'oublier qu'il y a des portables. Ou de chercher à s'isoler dans la caverne. Simplement, il y a une chose qui me paraît importante, c'est qu'il faudra avoir une sorte de sagesse comportementale. On voit que dans le monde de l'éducation, ça vient, n'est-ce pas, que les élèves laissent leur portable à l'entrée. Pourquoi je dis comportemental? Parce que c'est le propre de la société. Vous savez, le terme de société, c'est un terme de la modernité. Chez les Grecs, il n'y a pas de société, n'est-ce pas? Il y avait la cité. Il y a une société, et la société, qu'est-ce qu'elle fait apparaître? C'est plus le monde des discours ou des actions, c'est, Hannah Arendt a très bien écrit là-dessus, c'est le comportemental. Donc, je pense qu'il faut que la société apprenne, mette au point des comportements qui, disons, nous mettent un peu à distance, en tout cas permettent d'avoir du retrait possible vis-à-vis de cela, pour ne pas être, disons, défait par ce qui est cette connexion ou cette consommation. Alors chacun le fait plus ou moins, n'est-ce pas? On part sans son ordinateur, on a ces mesures comme ça de protection, d'autoprotection. Je pense qu'il faut essayer d'aller au-delà de cette sorte d'hygiène personnelle où chacun le fait pour survivre, si vous voulez, et penser que la société pense, n'est-ce pas, des modes comportementaux où, eh bien, comme on commence à le faire à l'école, mais c'est tard et c'est très marginal, de façon à pouvoir ne pas se laisser prendre, réduire à la passivité par cette technicité. Encore une fois, je ne mets pas en question la technicité elle-même. Elle a sa commodité. Ce que je mets en question, c'est le fait que par cette technicité qui s'impose partout, tellement diffuse, il n'y ait plus d'autres possibilités. Encore une fois, il y a l'ascenseur, je peux prendre l'escalier, je peux monter à pied. Il y a le téléphérique, je peux gravir la montagne par ma propre force. J'ai le choix. Mais le monde de la connexion aujourd'hui, est-ce qu'il laisse encore le choix? Vous n'avez qu'à cliquer, vous n'avez qu'à aller n'est-ce pas, sur Internet. Donc, est-ce que j'ai encore le choix entre les deux? Donc, ce pourquoi je veux militer, n'est-ce pas, c'est qu'il reste du choix. C'est ça qui fait la capacité du sujet, que je puisse choisir la commodité ou autre chose que je vais appeler aussi l'effort contre la commodité. Alors, je voudrais quand même m'arrêter. Donc, je vais osciller entre un diagnostic du contemporain, qu'il faut faire, je crois, et de cette menace sourde, invisible,
et dont je suis aussi complice, de rabattement du sujet, et puis ce qui sera le point de vue philosophique, puisqu'il faut aussi construire sa notion de sujet, pour, disons, en évoquer ce qui fait sa force et à quoi la philosophie a contribué. Alors, que signifie sujet? C'est du grec, même si le mot est latin. Hypokaimenon en grec, subjectum en latin. Le sujet, c'est le sous-jacent. Sous-jacent. La première, en l'occurrence, c'est chez Aristote, dans la physique. C'est le sous-jacent au changement. Aristote nous dit, comme on a dit un peu partout, n'est-ce pas, il y a les opposés, le chaud, le froid, n'est-ce pas, le haut, le bas, etc. Et puis il y a ce qui est sous-jacent au changement et qui ne change pas, qui reste le même, hypoménon, dit Aristote. Donc le sujet, c'est le socle. Le socle. Sujet, substrat, substance. Vous voyez, ce sous qui est supposé constituer le sujet. Sous-jacent. Bon, ben là, c'est l'ontologie, n'est-ce pas? Parce qu'il y a le domaine du devenir, tout change. Mais sous le devenir, il y a l'être. L'être dans son identité, ce qui ne change pas, qui reste le même, hypoménon. Ça, c'est la physique d'Aristote. J'ai la physique. Alors, le grand coup de génie d'Aristote, parce qu'Aristote était génial, même si on en a fait de l'aristotélisme un peu ennuyeux, c'est qu'il a lié ce sujet de la physique, le sous-jacent du changement qui ne change pas, avec le sujet de la phrase. C'est-à-dire ce dont tout le reste est prédicat et qui, lui, n'est prédicat de rien. Le sujet de la phrase. Donc c'est le sujet ontologique, ancré dans l'être, le support du changement qui ne change pas, et en même temps dans le logos, sujet de la phrase, ce dont tout le reste est dit, mais qui, lui, n'est attribut de rien. Là, vous voyez, la grande articulation dans laquelle les Grecs nous ont mises. Vous me suivez toujours? Non, mais vous riez, c'est mauvais signe. Bon, mais je persévère de toute façon. Hein, il faudrait y passer. Non, parce que c'est essentiel quand même. Ce rapport sujet-objet, c'est constitutif de notre pensée. L'objet, c'est ce qui répond au sujet. Pourquoi? Parce que le sujet, c'est le sous-jacent, et l'objet, c'est ce qui est jeté devant. Objet. Objet, c'est-à-dire devant, n'est-ce pas? Comme on dit obstacle, n'est-ce pas? Parce que l'objet, comme ce micro, c'est ce qui fait obstacle à ma vue. C'est là que le terme est issu d'une histoire compliquée, n'est-ce pas? À travers le Moyen-Âge, à partir d'Aristote, à partir d'Augustin, je vous dispense de cette histoire-là. Mais c'est vrai qu'il y a ce grand couple, n'est-ce pas? Couple infernal, un peu comme tous les couples, n'est-ce pas? Du sujet et de l'objet, qui a dominé la pensée classique. Et donc le sujet, c'est d'abord cela. Sujet dans l'être, n'est-ce pas? Sous-jacent au changement qui ne change pas. Ça signifie que si je suis un sujet, aux yeux des Grecs, c'est que je change, je vieillis, n'est-ce pas? Mais sous le vieillissement d'une personne, quelque chose fait socle et fait son identité, comme une carte d'identité, n'est-ce pas? Et donc, identité, vous l'entendez. Identité, c'est être le même, étant le même, c'est-à-dire ce qui ne change pas. Hein. J'ai une identité parce que, voilà, j'ai un nom, j'ai, disons, quelque chose qui fait une empreinte, n'est-ce pas? Quelque chose qui fait identité, malgré le changement, malgré le vieillissement. Vous savez qu'il y a une scène magnifique dans Proust, parce que Proust est un trésor de philosophie, bien sûr. C'est à la fin de Proust, dans le temps retrouvé, l'après-midi chez la princesse de Guermantes. Non, princesse, oui. Le narrateur est parti des années pour se soigner, enfin bon. Et il rentre et il est invité, mais il est arrivé, il faut qu'il attende. Et puis, c'est là que la fameuse révélation de la mémoire qui revient comme ça, hein, en entendant le bruit des serviettes qu'on déplie. Il entend dedans, n'est-ce pas, cette mémoire, comme on dit involontaire, j'aime pas le mot, mais en tout cas, les draps de Balbec, les rideaux de Balbec. C'est qu'ensuite, quand il est dans la salle, il ne sait pas reconnaître les gens. Il dit, mais est-ce que c'est vraiment lui, n'est-ce pas? Parce que je l'ai connu, jeune homme, plein d'allant, et là, je le retrouve vieux moine tonsuré. Est-ce que c'est le même ou pas le même? L'identité est en question. Est-ce qu'il y a du restant le même? C'est la question qu'on se pose à nous-mêmes, n'est-ce pas? Quelle est ma part d'identité? Quelle est ma part de fixité intérieure à travers toutes les années que j'ai passées? Et donc...
cette question d'identité, au-delà même de la carte d'identité à cause de l'empreinte, n'est-ce pas, ou de l'ADN, quelle est cette part d'identité en moi-même qui me fait que sujet? En tout cas, il y a ce fondement ontologique, c'est-à-dire en termes d'être du sujet. L'autre grande source de la pensée du sujet en Europe, à travers son histoire, c'est Dieu. C'est plus l'ontologie, c'est la théologie. C'est que Dieu, alors là vous le voyez très bien dans là encore ce grand trésor de pensée que sont les confessions d'Augustin. Il commence comme ça, Magnus est Domine, tu es grand Seigneur, oui, en posant Dieu, en s'adressant à Dieu, pas le Dieu de la théologie, mais le Dieu à qui on s'adresse, le Dieu de la prière, le Dieu de confession, eh bien, poser Dieu fait qu'en regard, je m'institue en sujet parlant à Dieu, m'adressant à Dieu, me confessant à lui. Donc il y a cet ancrage théologique, c'est-à-dire Dieu a ancré la figure du sujet. Je dis cela parce que, ayant fréquenté une culture extérieure qui est la chinoise, je me suis quand même demandé pourquoi, dans la langue pensée chinoise, on n'a pas conçu le sujet. Donc est-ce que ce n'est pas une sorte de d'invention ou de produit de la tradition européenne? Et si on n'a pas conçu sujet-objet dans la langue pensée chinoise, il faut quand même y réfléchir, puisque c'est une langue qui est très, très déployée. Et je pense qu'un des faits marquants, par exemple, c'est le fait qu'en chinois, comme on parle à l'infinitif, comme à l'infinitif, puisqu'il n'y a pas de conjugaison, pas de morphologie, pas de conjugaison, le sujet souvent n'est pas exprimé. Si on dit marcher, c'est pas je marche. Si je dis je marche, il y a un sujet qui est là, porteur d'initiative. Bon. Si on dit marcher la montagne, si je dis en français je marche dans la montagne, je ne dis pas la même chose, je ne pense pas la même chose, puisque du côté, dès lors que le verbe ne conjugue pas, eh bien, la figure du sujet n'est pas, conduite à s'exprimer dans la phrase. Donc c'est bien l'émergence du sujet de parole qui a joué, c'est bien aussi l'idée d'un jeu-sujet, jeu, J-E, n'est-ce pas? Et donc les pronoms personnels ont porté cette configuration du sujet. Donc qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? C'est que les deux fondements ontologiques et théologiques sont en retrait. Sont en retrait. Donc la figure du sujet n'est plus ancrée comme elle a été à l'époque classique, ancrée dans l'être et par relation avec Dieu. Se fondant dans l'être et recevant de l'autre son être, recevant de Dieu son être, n'est-ce pas? Donc c'était en fait ce qui a été la grande articulation de la figure du sujet. D'où la question d'aujourd'hui. Est-ce que le sujet n'est pas condamné à s'étioler? À s'étioler pour les raisons techniques que j'évoquais en commençant, connexion, communication, etc., mais à s'étioler aussi parce qu'il n'y a plus l'assise qu'il avait dans la pensée classique, que le stoïcisme a mis en valeur dans cette pensée d'un sujet autonome en dépit des circonstances, et disons dont on trouve le socle dans l'ontologie, c'est-à-dire dans l'être, et dans le rapport à Dieu. Alors qu'en est-il de cet étiolement du sujet que nous sommes, n'est-ce pas? Parce que la question nous concerne chacun de nous le plus à vif, n'est-ce pas? Quelle capacité avons-nous encore à être des sujets? Il me semble que cela se complique encore du fait qu'il y a de moins en moins d'idéalité partagée. Dit autrement, nous sommes de moins en moins des héros. Oui, vous souriez, l'héroïsme est une chose qui me paraît, disons, avoir beaucoup, comme on dit, pris de plomb dans l'aile, n'est-ce pas? Parce qu'au fond, aujourd'hui, une mobilisation, soit personnelle, et surtout collective, au nom d'un idéal, par héroïsme, nous laisse de plus en plus sceptiques. Je crois que c'est un fait de modernité, si vous voulez. Pour le dire familièrement, on ne veut plus se laisser avoir par des idéalités qui ont été installées dans l'histoire et qui, disons, nous ont fait marcher, n'est-ce pas? Ces grands combats ne nous parlent plus.
il y a eu retrait de Dieu, ce qu'on a appelé bruyamment Nietzsche la mort de Dieu, mais c'est quand même le fait quand même le plus marquant de notre époque, à mon sens, c'est quand même la déchristianisation dans nos sociétés. Je crois que c'est le fait le plus... On n'en parle pas beaucoup, et surtout aujourd'hui où l'Église catholique refait de l'événementiel avec Notre-Dame. Mais, non, parce qu'on en fait beaucoup quand même. Mais disons, l'événementiel au sens montage d'événements, enfin, qu'on vend, qu'on produit, enfin bon, tout ça, pourquoi pas. Mais disons, le fait que... globalement, l'Europe, aujourd'hui en Europe, on est beaucoup moins porté à se sacrifier qu'auparavant, au nom d'un idéal, n'est-ce pas? Donc, après le retrait de Dieu, eh bien, je dirais, est-ce qu'il y a encore des raisons supérieures qui peuvent comme ça, nous motiver, nous mobiliser? Est-ce qu'il y a encore suffisamment d'idéalité pour soutenir la figure du sujet contre son étiolement? Je crois qu'il n'y a plus beaucoup en France de grandes histoires qui nous mobilisent. Je crois que c'est le mythe du gaullisme, n'est-ce pas, d'avoir figuré ça. Mais je dirais une sorte de post-scriptum, n'est-ce pas? C'est d'où ce mythe gaulien, n'est-ce pas, mais qui est une sorte de vision mythologique. Je crois qu'il n'y a plus, au fond, de grandes causes qui nous mobilisent en tant que sujet. Et je suis frappé, alors ça c'est par ce qui se fait aujourd'hui via les médias, de mobilisation plus ou moins forcée des sujets, n'est-ce pas? Une sorte de pseudo-héroïsation. Bon, les Jeux Olympiques ont quand même servi un peu à ça. Le fait que un match de foot, bon, tel ou tel événement, qui serait chargé de remobiliser des sujets engagés, mais bon, c'est, disons, quelque chose d'un peu... je ne dirais pas joué, parce que les personnes peuvent être effectivement investies, mais est-ce que ça suffit pour constituer, disons, une communauté de sujets? Que je me pose. Même l'écologie, qui devrait être ça, me paraît tellement prise dans des questions de gestion, de lobby, de tout ce qui est, disons... Ce qui fait que je ne suis pas sûr que cela en soit vraiment le cas. Au fond, qu'est-ce qui nous mobilise aujourd'hui? Je ne crois pas qu'il y ait de grandes causes qui nous mobilisent. Je ne suis même pas sûr que la liberté soit cette cause-là. Alors bien sûr, il y a le repli dans la famille, n'est-ce pas? Il y a, disons, ces formes amoindries, en tout cas à plus courte échelle, d'investissement du sujet. Mais en gros, je crois qu'il y a plane ce qu'a si bien décrit Freud dans L'avenir d'une illusion, justement contre le christianisme, constatant le retrait du christianisme, quand il dit ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Bon, la phrase est de Freud, pas de moi. Hein. Elle est imagée, elle est bon, même familière, elle est un peu comme ça. Mais Freud l'a voulu comme ça, cette phrase. Ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier, ça signifie ne pas se laisser mobiliser par une cause, par une idéalité qui serait comme ça une sorte de grand ressort de l'humanité. Non. Un peu de tout. Éviter le grand sacrifice, parce que bon, l'humanité en a connu beaucoup, et finalement, pour pas grand-chose. Donc, cette sorte de... ce qui est de plus en plus marquant chez Freud, au cours de son œuvre, n'est-ce pas, sorte de résignation, n'est-ce pas, lucidité, résignation, c'est le thème de ce grand livre, hein, L'avenir d'une illusion, grande importance, très court en taille, qui est, au fond, ne soyons pas dupes. Ne soyons pas dupes des grandes idéalités collectives qui ont été proposées, imposées, et qui finalement ont été beaucoup de travestissement de l'histoire. Donc, équilibrons. Ne nous laissons pas mobiliser de façon trop virulente parce qu'on risque d'être dupes. Donc, on ne veut plus payer de tribut à l'absolu, pour dire la chose en un mot.
Et donc, on se contente de quelque chose de, disons, d'une scène de mobilisation, d'une scène, disons, d'engagement. Je pense au phénomène, si vous voulez, tout ce qui est par exemple dans le monde sportif ou publicitaire, il y a des figures, n'est-ce pas, ce qu'on appelle des stars. Seulement les stars, est-ce que c'est porteur d'une idéalité commune? J'en suis pas sûr. J'en suis pas sûr parce que les stars, on les fabrique, on sait bien. On les fabrique. On les fabrique à coup de quoi? À coup de visibilité, à coup de clics, n'est-ce pas? Plus vous avez été cliqué, plus vous êtes connu, plus, etc. Réseau des influenceurs et des followers. Bon, oui. Donc il y a quelque chose, je crois, qui, voilà, dilue comme ça, de façon diffuse et de plus en plus marquante, cette capacité d'initiative d'un sujet donc se mobilisant, choisissant de se mobiliser, de s'investir par une cause qui le dépasserait, bref, qui serait, disons, une façon effective de s'engager. Alors, je voudrais aller un peu plus loin dans ce diagnostic de ce qui est cet étiolement de la figure du sujet. Elle n'a plus le support d'un ancrage dans l'être. L'ontologie a fait, a fait faillite. Elle n'a plus son support, son assise dans la relation à Dieu et dans cette sorte de dialogue avec Dieu, y compris dans la prière. Et il n'y a plus de grande cause historique qui mobilise. Donc il y a une sorte de repli dans une sorte d'économie de soi disons, ce qui me paraît caractériser quand même la France d'aujourd'hui, à savoir une sorte de, j'appelle ça une atonie, c'est-à-dire manque de tension, de tonos, une sorte d'étiolement assez généralisé. Alors je voudrais essayer de préciser cela par un point. Alors, je ne veux pas être encore une fois critique de mon contemporain, n'est-ce pas? Mais je pense qu'il faut faire du diagnostic au sens médical, c'est-à-dire distinguer, si vous voulez, les différents composants d'une situation. Et dans cette situation contemporaine, ce que je vois, en tout cas dans un pays comme la France, l'amoindrissement de ce qui a été le support existentiel de la constitution du sujet, qui est l'effort. Alors, je vais parler un peu de l'effort parce que c'est une chose qui me paraît de plus en plus dissipée, n'est-ce pas? Toutes les enquêtes le montrent. Là, les sociologues, je crois, sont unanimes. Il y a une sorte d'étiolement, là encore, de ce qui était, je vais dire pourquoi, disons, quand c'était plus fondé dans l'être ou fondé par rapport à Dieu, dans ce qui est la personnalité même de nous tous, n'est-ce pas? Chacun de nous, c'est ce qui va de l'effort. Alors bien sûr, vous allez dire, quelle morale je vais faire, n'est-ce pas? Je vais moraliser l'effort, c'est bien. Pas du tout, non. Je n'ai aucune morale de l'effort à vendre, rassurez-vous. Et ce n'est pas dire qu'on veuille moins, enfin j'en sais rien, l'effort qu'auparavant, mais c'est qu'il n'y a plus suffisamment de quoi motiver l'effort. Je crois que c'est ça qui est en jeu. Donc je ne défendrai pas du tout l'effort par moralisme, l'idée que l'effort serait une valeur. Mais je crois qu'aujourd'hui, on biaise avec cette dimension d'expérience et donc existentielle de l'effort. Bon, je vois dans l'éducation, n'est-ce pas? J'ai accompagné récemment un mouvement dit humaniste qui avait pris comme par rapport à l'effort, mais librement consenti. Je ne sais pas ce que c'est qu'un effort librement consenti. Je vois pas cette sorte de recouvrement idéologique de quelque chose qui me paraît... Bon, effort, qu'est-ce que c'est? Effort, c'est que justement, dans l'effort se révèle une capacité du sujet, dans la résistance rencontrée, et donc dans la mobilisation suscitée en moi-même. Je fais effort. Donc, ce n'est pas une question morale. C'est une question du sujet et de la capacité du sujet à
se mobiliser. Et se mobiliser face à une résistance. Alors quelqu'un qui en a magnifiquement parlé en philosophie, qu'on lit trop peu, c'est Maine de Biran. Maine de Biran, un philosophe du XIXe siècle, peu connu mais français, un bon français. Maine de Biran, qui nous montre au fond qu'il n'y a de liberté, il n'y a d'expérience de liberté que dans l'effort. Et au fond, l'effort, c'est ce qu'il y a de plus, ce dont nous avons le plus l'expérience en nous, le plus directement l'expérience en nous. Je fais un effort. Ce n'est pas la volonté. La volonté, c'est une notion que la philosophie contemporaine, enfin moderne d'abord, à partir de Nietzsche, n'est-ce pas, a commencé à, et d'abord, même un peu avant, en tout cas Nietzsche en tout cas a été un de ceux qui a montré que la volonté, ce n'est pas une notion simple. On le croit encore chez Rousseau. Rousseau dit, n'est-ce pas, je veux bouger mon bras, je le bouge. On croit que le patron est la plus élémentaire. Non, Nietzsche montre très bien que c'est toute une coordination, toute une complexité de facteurs qui interviennent dans ce « je veux », n'est-ce pas, qui s'énonce comme ça, impérial, voire absolu, mais en fait, c'est tout un ensemble de facteurs qui sont en relation, connectés dans cette... Non, l'effort, c'est une épreuve élémentaire, n'est-ce pas? C'est une question qu'on se pose en philosophie, parce que je ne pense pas qu'on puisse penser sans faire l'effort de penser. En tout cas, l'expérience personnelle, je vois bien quand je cesse de faire un effort de penser. Faire un effort de pensée, c'est-à-dire, bon... alors, ce n'est pas un effort physique, mais on a à faire une résistance de la même façon. Une résistance qui est aussi organique. C'est qu'il faut donc faire effort de pensée, c'est-à-dire ne pas se contenter de ce qui va, de ce que je fais, mais chercher plus loin et peiner. Parce qu'un philosophe, il peine, n'est-ce pas, et les plus grands nous l'ont dit, n'est-ce pas, et on va jusqu'où? Puis à un moment, on cède, on s'arrête, on ne pense plus, on n'assume plus sa pensée. Donc l'effort me paraît quelque chose qui est à réfléchir. Ce n'est pas la volonté. Et alors, même de Biran le dit très bien. Il dit que c'est l'expression directe et concrète de notre liberté. Je cite Maine de Biran, c'est le principe intérieur de la liberté ou de l'effort. Liberté et effort, pour lui, sont équivalents. Parce que la liberté s'éprouve par l'effort, dans l'effort. Explique tous les phénomènes de l'homme. La phrase est importante. Si le principe intérieur de la liberté ou de l'effort, donc effort vient comme ça donner sa consistance au terme abstrait de liberté, explique tous les phénomènes de l'homme. Donc l'homme, c'est celui qui fait effort. On parle de... Aujourd'hui, Saint-Exupéry, parce qu'il y a un film, paraît-il, qui est sorti. Il y a une scène marquante dans Saint-Exupéry qu'il raconte, n'est-ce pas? C'est quand l'avion tombe dans les Andes, la cordillère des Andes, n'est-ce pas? Et puis quelqu'un il faut s'en sortir et chercher celui qui est perdu. Alors, Saint-Exupéry a cette phrase un peu, qui m'a toujours paru un peu étrange, mais un animal ne l'aurait pas fait. Donc il y a un certain type de... Les animaux font des efforts, mais... Enfin, des efforts. Est-ce que c'est vraiment ça? Ils veulent survivre, donc ils persévèrent. Mais est-ce de dire, ce que dit Saint-Exupéry, un animal ne l'aurait pas fait, ça signifie qu'il y a l'expérience dans l'effort d'une liberté, n'est-ce pas? Et donc, quelque chose qui devient de l'ordre du choix, jusqu'où je fais l'effort, je peux mourir dans cet effort, n'est-ce pas? Quelque chose donc qui est très particulier et révélateur de l'expérience. Donc c'est pas, vous voyez, il faut sortir l'effort de la pensée morale, moralisante. Non, il faut voir dans l'effort quelque chose qui nous constitue en tant que sujet. Donc avec une charge existentielle principale. L'incapacité à faire effort signifie, en revanche, la perte de la liberté, promouvant le sujet. Quelqu'un qui a très bien dit, c'est Goethe. Goethe, quand il parle de faire effort comme liberté, il dit ceci: ma vie est une aventure par l'effort,
non pour développer ce que la nature avait mis en moi, mais pour acquérir ce qu'elle avait mis en moi. Donc il faut acquérir sa nature. Pas seulement la développer, la promouvoir, non, mais il y a à acquérir, deviens ce que tu es, n'est-ce pas, la fameuse formule, n'est-ce pas. Donc pour devenir, se promouvoir, non seulement se promouvoir, pour acquérir sa capacité qu'on croirait donnée par la nature. Bon, Goethe est quelqu'un qui était plutôt favorisé en termes de capacité poétique et même d'ailleurs existentielle. Il est mort très vieux, n'est-ce pas? Et juste avant de mourir, il voulait encore se marier. Hein. Donc, quelqu'un qui tenait la vie par... voilà. Mais il faut donc acquérir ce que la nature a mis en moi. Acquérir, pas seulement déployer, mais acquérir ce que la nature a mis en moi comme capacité. Alors, on pourrait dire, bon, ben, on a changé d'époque, changé de scène, n'est-ce pas? Maintenant, le temps est à l'hédonisme, au plaisir, cueille le jour, cueille la vie. Oui. Ben, je me pose la question. Je me pose la question, c'est que, est-ce que ce qu'on présente comme une sorte d'hédonisme contemporain, bon, de penser du plaisir, penser de, voilà, de ne pas forcer, mais accueillir la vie telle qu'elle vient, est-ce que ce n'est pas quelque chose qui, en fait, réduit ma capacité de sujet? Parce qu'il y a une chose, alors là, je suis dans le diagnostic, je ne suis plus dans la philosophie, mais je voudrais lier les deux. Il y a quand même une chose qui me frappe aujourd'hui en France, dans le discours comme ça collectif, c'est la plainte. C'est pas la plainte. Je mets un P majuscule. Hein, la plainte. Des choses qui ne vont pas, on se plaint, n'est-ce pas? La plainte, c'est comme une sorte de grand refuge collectif, cette sorte d'idéologie, n'est-ce pas, de... enfin, il n'y a pas de moyens, enfin, tout ce qui est cette sorte de... Je ne sais pas, quelque chose arrive, par exemple, un accident, surtout il y a une cellule psychologique, n'est-ce pas? Quoi qu'il arrive comme négatif, cellule psychologique, n'est-ce pas? Bon, avant, on assumait, hein, on faisait effort, on se braquait, on se... Bon. Et je pense que c'est pas la cellule psychologique ne règle pas tout, même sans doute pas grand-chose, n'est-ce pas? Il y a du deuil à assumer, il y a de la perte à assumer, il y a du vide à assumer. Et je ne suis pas sûr, si vous voulez, que la dissolution dans un pseudo-psychologique, hein, cellule psychologique, soit, disons, une aide si importante donnée par la société. Parce qu'être sujet, c'est assumer, n'est-ce pas? Et assumer notamment ce qui vient à l'encontre du sujet, ce qui est donc de l'ordre de l'effort. En tout cas, je ne suis pas sûr qu'il n'y ait pas abus du principe de précaution, il n'y ait pas abus d'un certain nombre de choses qui, disons, défont cette capacité à assumer, et que la notion d'effort porte en elle-même. En tout cas, ce que je vois comme menace, c'est, disons que, rassurez-vous, je me sers de mon portable comme réveil. C'est le risque d'un sujet qui s'étiole. La notion d'étiolement, c'est-à-dire, c'est pas une sorte de moindre capacité qui se fait à notre insu, sans qu'on ait choisi cela, n'est-ce pas? Mais qui me paraît traverser aujourd'hui l'idéologie contemporaine. Et c'est contre cet étiolement de la capacité du sujet que je voudrais encore dire quelques mots. Alors, il y a quelque chose qui, je crois, le manifeste. Là, il faut oser dire les choses. En tout cas, personnellement, je souhaite pouvoir le faire. Dans cette commodité technique qui nous dispense de faire effort, le risque d'un étiolement, ou peut-être même d'une érosion du sujet. C'est ce qu'on a appelé l'apocalypse cognitive, qui nous menace tous, n'est-ce pas? Qui est que dans le régime de la calculette, bon, il y a eu la calculette, on ne fait plus de calcul mental, ça c'est sûr. Moi je me défends d'avoir un GPS, parce qu'après je ne serais plus de servir d'une carte, n'est-ce pas? Si le GPS me dit où je dois aller, comment je dois aller. Donc ces opérations élémentaires de l'humanité qui étaient comptées, qui étaient s'orienter, se repérer, ça me nuise, se défend progressivement, puisque j'ai l'outil qui m'en dispense, au nom de la commodité. Et donc plus d'effort. Quand je suis dans la rue, n'est-ce pas, soit je prends mon... Moi, je ne sais pas faire, hein, donc je n'ai même pas de mérite à cela, mais disons,
Il y a Google Maps, ce genre de choses, je crois, qui existent, n'est-ce pas? Puis je peux chercher le nom des rues, je peux demander à quelqu'un, je peux... Bon, tout ça disparaît puisque j'ai, entre moi et moi, il y a ça, cet outil qui fait que je n'ai même plus besoin de me repérer puisqu'on m'a dit mon chemin à suivre. Donc il y a tout cet appareillage technique dont la raison d'être est la commodité et aussi la loi du marché, parce que ça se vend. Pas. Donc il y a les deux, la technicité et le marché, hein, qui font que je suis peu en plus pris dans un appareillage qui me dispense de faire effort et d'exercer ma capacité de sujet. Et d'abord au stade plus élémentaire, encore une fois, compter, me repérer, enfin voilà ce qu'on est amené à faire de façon initialement. Bon, une chose qui me paraît destructrice dans l'enseignement, et même en université, c'est tout ce qui est moteur de recherche. Moteur de recherche. L'expression là aussi est terrible, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'au fond, le moteur de recherche est un outil, et cette idée qui s'est répandue dans l'enseignement en France, j'ai plus besoin d'apprendre ou de plus besoin de mémoire, puisqu'au fond, il suffit de cliquer et, disons, ça va sortir. Bon, maintenant, vous ne vous choquez pas si quelqu'un met Molière au XIXe siècle, le met après Proust, par exemple, ou le... Ça ne choque plus, parce que, bon, on perd, et là je le dis parce que je pense qu'il faut résister à ça, donc mon propos est militant, engagé, donc, que je crois que se perdent des cadres de formation de l'esprit. Je suis surpris du fait, j'ai appris récemment, non seulement la disparition des manuels à l'école. Manuel, c'est ce qu'on avait manus dans la main, n'est-ce pas? Qu'on reprenait, qu'on pose, qu'on souvent usé, déchiré, enfin bon. Et je vois dans les lycées aujourd'hui, enfin, je connais des collèges où il n'y a plus que les tablettes. Parce qu'on veut alléger, que les enfants n'aient pas le dos fatigué, n'est-ce pas? C'est bien. Donc il n'y a plus de livres, plus que des tablettes, n'est-ce pas? Donc on clique comme ça. Pour l'enseignant, très difficile, parce qu'il faut... c'était commode alors, pour lui, les livres, n'est-ce pas? Les manuels, donc, il fallait toujours trouver des textes, il faut, bon, bref, complication terrible pour l'enseignement, mais ça paraît une nouveauté pédagogique, hein. Moi, qui me paraît suspecte, mais qui se trouve de plus en plus répandue. Et bien sûr, alors, je salue Patrick Albert au fond de la salle, l'intelligence artificielle, bien sûr, en rajoute une couche, et pas la moindre, n'est-ce pas? Puisque, au fond, l'idée de ChatGPT, enfin tout ce truc-là, n'est-ce pas, que l'appareillage me remplace. Et c'est vrai, et me remplacera bien mieux que je le fais moi-même. Peut-être pas encore le cas aujourd'hui, mais en tout cas, il est clair que ça va être le cas, qu'il fera beaucoup plus vite, beaucoup mieux, sans tâtonnement. Nous sommes des sujets tâtonnants. C'est de tâtonner qui fait le sujet, n'est-ce pas? Puis on peut se tromper, n'est-ce pas? Bref, il y a toute cette existentiel-là qui risque d'être recouvert parce que la machine fait beaucoup mieux que nous. Et donc l'intelligence artificielle pose ce problème. Nous avons dans le cadre de l'association ouvert un chantier entre intelligence artificielle et des coïncidences. Patrick Albert dirige ça. Et disons, c'est un vrai sujet. Ce n'est pas un sujet de mode, n'est-ce pas? C'est un sujet réel. Alors ce que je remarque, c'est que, je ne sais pas si je peux dire nombre d'eux, mais un certain nombre d'eux en tout cas, spécialistes de l'intelligence artificielle, aujourd'hui demandent une pause. Une pause, parce que au moment il faut réfléchir à ce qu'on fait et aux conséquences, aux incidences et conséquences de ce qu'on fait et de ce qu'on a engagé là. Mais en tout cas, quelque chose me paraît important dans ce qui est l'enseignement, qui est l'idée qu'on n'a plus besoin d'apprendre, de former des cadres de pensée, la mémoire inutile. Alors souvent on cite Montaigne, en disant mais Montaigne a bien dit, la mémoire, c'est pas important. Il faut voir comment Montaigne l'a dit. Montaigne l'a dit après l'humanisme dévorant du début de la Renaissance, qu'on appelle ainsi, n'est-ce pas? Il y a une sorte d'après-coup, où l'idée, après-coup par rapport à l'idée qu'il fallait tout apprendre, n'est-ce pas? Pic de la Mirandole, enfin, toute cette joie à la Renaissance de pouvoir apprendre indéfiniment, apprendre tout, n'est-ce pas? Donc il y a eu ce moment épique, héroïque, et c'est vrai que sagesse de Montaigne de dire, bon, peut-être bien faite, plutôt bien pleine, etc. Mais ce n'était pas du tout contre la mémoire. Il se plaignait de manquer de mémoire, n'est-ce pas? Et donc actuellement, la mémoire paraît comme l'effort des termes dévalorisés,
puisqu'au fond, ça serait s'encombrer l'esprit. Non, la mémoire est formatrice. Et ne pas avoir de cadre mémorisé dans sa pensée me paraît inquiétant. Autrement, ce que je constate, c'est que on peut. Merci d'être là et de me suivre, enfin, si vous me suivez, parce que il est très difficile aujourd'hui de faire une conférence sans PowerPoint. C'est tout, je constate. On me dit, vous n'avez pas de PowerPoint, vous n'avez pas. Non, ben non, j'ai pas. Je ne sais pas faire d'ailleurs. Mais et je suis surpris du nombre de conférences qui se font maintenant avec soit un dessinateur à côté, soit après quelqu'un qui va faire le clown. J'avais fait une au Sénat lundi dernier, et après mon exposé, bon, oui, le clown qui vient sur la scène, n'est-ce pas, qui Julien, il faut 5 ans pour lire un livre de Julien, enfin des phrases comme ça, bon, très bien. On rit facilement, oui, mais bon, en tout cas, ça défait mon intervention, puisque comme tout devient jeu de mots, etc. Bon. Alors, ce n'est pas que ce que j'ai dit soit sérieux, mais simplement que ce qui me paraît de plus en plus en question, c'est la capacité d'abstraction. Alors, on le sait pour les Français, les plus mauvais en mathématiques, alors que nous étions les meilleurs avant, hein. Mais tous les recensements pédagogiques le montrent, n'est-ce pas? La France, c'est le pays des mathématiciens. Or, maintenant, les mathématiques, pourquoi les mathématiques? Platon l'a très bien dit, c'est le treuil. Les mathématiques, c'est ce qui nous tire du sensible et nous élève à la pensée. C'est pour ça les mathématiques. Et Platon distingue bien les mathématiques pures, celles qui ont cet effet comme ça pédagogique, et les mathématiques appliquées, bon, il en faut comme... mais cette idée qui est grecque, de ce que les mathématiques sont donc le treuil vers l'abstraction, et donc la façon dont la pensée fait effort pour justement quitter le champ immédiat de l'expérience et s'élever à une capacité proprement d'idée. Bon. En tout cas, ce qui me paraît en cause, là, c'est l'abstraction. Parce que l'abstraction, elle ne s'atteint que par effort. Il faut penser le terme en français, abstraction. Il faut se tirer de ce qui est le commun, l'ordinaire de l'expérience, comme on dit concrète, pour aller vers une capacité de généralité, d'idéalité, bref, un effort de pensée qui se déprend du particulier. Vous savez, c'est dans Platon. Platon a été le grand penseur de cette opération. C'est pas est-ce que mon voisin est juste ou injuste, et qu'est-ce que la justice en soi? Passer donc de la situation, il n'est pas juste avec moi, à qu'est-ce que la justice? Voilà, là il y a abstraction. Passer, comme dit Platon, des belles choses au beau en soi. Bref, cette capacité de s'abstraire, c'est-à-dire de se tirer, disons, de la situation particulière dans laquelle on est, pour la penser selon une modalité générale, conceptuelle. C'est quelque chose qui est de plus en plus difficile à faire. Enfin, moi, je sais, parce que je fais des conférences de philosophie, à quel point j'ai de plus en plus de mal, notamment dans les milieux de management, d'entreprise, merci au Centre Jules Vallès de déployer encore un auditoire qui puisse, disons, faire effort le soir pour suivre une pensée. Et alors on me dit, il faut être concret. Ça, c'est le grand mot d'ordre, n'est-ce pas? Dès que vous avez un journaliste qui vous fait 2 minutes de philosophie, il dit, ça y est, concret. Mais attendez, pour être concret, il faut... Vous savez, la philosophie, c'est comme décoller un avion qui décolle pour y atterrir, dans le concret, l'expérience, le vécu, tout ça. Mais c'est possible un peu plus loin. Donc on risque d'être dans un surplace de la pensée où on ne fait que, disons, dans un régime d'opinion compte tenu de la situation. Et donc je crois qu'il y a une prouesse, un effort à abstraire et à pouvoir donc penser sur le mode de l'idéalité, de la généralité, qui permettent d'avoir une... C'est pas un subsumé, c'est pas un point de vue vertical qui viendrait comme ça recouvrir, pas du tout. Mais qui est cette capacité de passer du particulier au général, du général au particulier, bref, c'est ça la réflexion. Bon, je dis des évidences, mais ces évidences me paraissent aujourd'hui en question, n'est-ce pas? Et je suis quand même frappé de ce que les médias vont quand même dans le sens de ce que j'appelle moi une coïncidence de pensée, qui est une pensée qui
voilà, dissout cette pensée de l'effort, cette pensée, disons, de l'abstraction, bref, au nom d'être proche, être concret. Enfin, toute cette formule un peu, cette nouvelle morale, si vous voulez, qui me paraît ne pas être neutre du tout. Moi, je suis quand même frappé d'une chose à ce titre. Bon, je vais arrêter les exemples parce que sinon ça. Mais disons, les textos, vous voyez, ben, je remarque que les gens qui m'envoient des textos mettent plus d'orthographe. Tout, je constate. Et comme vous avez, quand vous écrivez des mails, vous avez un correcteur automatique là qui vous met en rouge ou je sais quoi. Eh bien, même des gens qui sont très cultivés, bon, je reçois des textos d'eux. Il n'y a plus d'orthographe parce que bon, on ne se relie pas, parce qu'on est pressé, parce que c'est voilà, c'est le régime, disons la hâte contemporaine. Sait-on encore faire une phrase, n'est-ce pas? Bon, le délaissement des langues anciennes est de conséquence à cet égard, mais disons, construire une phrase, en tout cas, tous les professeurs d'université le diront, n'est-ce pas? La capacité à rédiger, à écrire, simplement, à écrire, s'étiole de jour en jour. Bon, il suffit de lire les journaux. Il suffit de voir. Moi, je suis frappé des fautes d'orthographe ou de fautes de grammaire énormes quand je vais dans les musées maintenant. Ben, il y a une petite présentation d'un peintre. Ben, moi, j'étais 2 jours, je ne dirais pas où, mais ben, il y avait 3 fautes d'orthographe et des vraies fautes d'orthographe. Enfin, celles qu'on comptait 4 points dans nos dictées d'enfance, n'est-ce pas? C'était comme ça. Bon, ça primait. Hein, c'est distinguer, par exemple, ne pas mettre le subjonctif après que. Maintenant, ben, voilà, c'est perdu. Alors que c'est logique, puisque c'est devenu donc l'indicatif. Bon. Bref, il y a quelque chose qui n'est pas... Vous voyez, je ne suis pas dans le... J'insiste là-dessus, je suis dans le diagnostic. C'est la question, c'est qu'est-ce qu'on peut faire maintenant, nous, n'est-ce pas? Par rapport à cela, ce n'est pas le ton de la doléance qui est le mien. C'est simplement, qu'est-ce qui se défait de cette capacité du sujet à se promouvoir en sujet? C'est ça qui est en jeu, n'est-ce pas? Donc, il y a une sorte de ce que j'ai appelé transformation silencieuse, c'est-à-dire transformation continue, globale et continue, donc on ne perçoit pas. Je pense qu'il y a, c'est ça que je voudrais interroger, cette transformation silencieuse, donc globale et continue, qu'on ne perçoit pas, dont on ne parle pas, ça se fait en silence, n'est-ce pas? Et puis il y a l'affleurement sonore. Plus la transformation a silencieusement cheminé, plus quand on se rend compte, alors c'est boum, n'est-ce pas? Je donne souvent comme exemple, une transformation silencieuse en moi qui est de vieillir. Bon, je ne m'en rends pas compte, que c'est global et continu. C'est tout en nous qui vieillit. Donc on ne le repère pas. Ça ne se démarque pas, donc on ne le remarque pas. Ça se passe en silence. Puis je tombe sur une photo d'il y a 20 ans. Ah, je l'ai vieilli. Plus la transformation a été silencieuse, plus l'affleurement ensuite, sonore, n'est-ce pas, fait événement. Je pense qu'on est à ce stade-là, où il y a une transformation silencieuse travaillant ainsi la société, et je me demande s'il faudra attendre l'affleurement sonore pour commencer à réagir. Au niveau climatique, c'est ce qui se fait en attendu, n'est-ce pas? Ça fait des années. Le réchauffement climatique, c'est une transformation silencieuse. Parce que global et continu. Parce que ça concerne tout, n'est-ce pas? Et dans la durée. On a laissé cheminer cela sans s'en rendre compte. Et maintenant que c'est devenu sonore, on commence à s'en occuper, un peu tard. Donc il ne faudrait pas que l'on soit de même pour l'esprit, or je crois que c'est ce qui se passe aujourd'hui. Bon, je vais, comme je voudrais qu'on puisse discuter un peu, je vais accélérer mon propos. Et en venir à ce qui est que je ne peux pas laisser de côté, si j'essaie de penser à la figure du sujet, qui est que cet étiolement du sujet, il est le fait de la société, sa transformation silencieuse, mais il est aussi le fait de la philosophie. Et là, je repasse du côté philosophique, pour interroger ce qui a été la philosophie de la seconde moitié du XXe siècle, sous le nom des plus grands philosophes, et qui n'a cessé de vouloir mettre à mal cette notion, cette figure du sujet.
Et je passe par là parce que c'est important, parce qu'il y a une réelle pensée qui s'est forgée à ce sujet, pour voir comment réagir par rapport à cela. Autrement dit, la pensée de la seconde moitié en France, la pensée de la seconde moitié, la philosophie de la seconde moitié du XXe siècle, a été une philosophie qui a mis en question, mis à mal la figure du sujet. Et dans ses plus grands noms, j'en citerai deux essentiellement, Foucault d'une part, Lacan de l'autre. Du côté du pouvoir d'une part, chez Foucault, du côté du psychologique ou plutôt psychanalytique de l'autre. En tout cas, il est clair que la philosophie française, grand moment de la philosophie, hein, c'est peut-être le dernier grand moment de la philosophie d'ailleurs, hein, la philosophie française de la fin du XXe siècle, s'en est prise à la figure de sujet et à, disons, la mise en procès. Peut-être au départ, c'est le structuralisme. Structuralisme parce qu'il y a une affaire de structure où le sujet se trouvait, n'est-ce pas, dissipé, puisque c'est la structure qui prédominait. Donc le structuralisme a été sans doute ce qui a, fait lever ce grand mouvement de déconstitution de la figure du sujet. C'est-à-dire l'idée, mais qui devient du marxisme, reprise par Althusser, celle de procès sans sujet. L'idée est aussi, du côté marxiste, que la dialectique de l'histoire, dans son cours, eh bien, a été régie par des processus historiques, des contradictions, comme on disait à l'époque, et donc dissipant la figure du sujet comme étant, disons, l'acteur de l'histoire. Bon, donc il y a quelque chose qui vient du marxisme, qui vient du structuralisme, de tous ces ismes. Mais vous savez, chez Foucault, le texte le plus virulent à cet égard, c'est l'Archéologie du savoir, grand texte au demeurant. Hein. Mais Foucault, au fond, en veut à une chose qui est le pouvoir constituant de la conscience et la souveraineté du sujet. Les deux étant marchant ensemble, n'est-ce pas? La figure du sujet, d'autonomie, etc., étant relevant de ce pouvoir constituant de la conscience. Donc, mise en question et de la conscience et du sujet, de la souveraineté du sujet, comme dit Foucault. Pourquoi? Parce que dans la pensée, l'idée que, au fond, la pensée classique s'octroyait une liberté du sujet, qui en fait est suspecte et qui ne tient pas compte des relations d'assujettissement, le sujet assujetti, n'est-ce pas? Puisque sujet a deux valeurs en français, sujet, comme j'essaie de le développer, sujet, disons, sujet de la phrase et sujet d'engagement, et puis être sujet de quelqu'un, n'est-ce pas? Assujetti, donc. Bon, ça, c'est la grande figure foucauldienne, n'est-ce pas? Du sujet assujetti. Assujetti à quoi? Aux règles discursives, aux règles sociales, et qui, en fait, mettent en question cette sorte de spontanéité qui s'attribue, et donc aussi ses capacités d'initiative. En fait, Foucault dit qu'il y a des positions de subjectivité, autrement dit des subjectivations, mais il n'y a plus cette figure du sujet, figure capacité, disons, qui est dans son unité, est telle qu'elle a été représentée dans la tradition. Mais du côté de la psychanalyse, du côté de Lacan, vous trouvez la même idée d'un sujet, comme il est dit, subverti. Subversion du sujet chez Lacan, c'est un thème essentiel. C'est-à-dire qu'au fond, le sujet s'attribue une transparence à l'époque classique, notamment dans sa capacité de parole, n'est-ce pas? En fait, ça parle en lui, comme dit Lacan. Ça parle en lui. C'est plus lui qui parle avec cette initiative, n'est-ce pas, donnant essor à la parole, mais ça parle en lui. Et l'inconscient parle à travers, n'est-ce pas? Ça parle en lui. Donc cette initiative dont se créditait le sujet est à remettre en question. De même l'autonomie du sujet. En fait, la phrase forte de Lacan, il y en a une, n'est-ce
pas? C'est que le sujet n'est qu'un effet de langage. Ça, c'est quand même important à prendre en considération, c'est une pensée forte, n'est-ce pas? Parce que le sujet, en fait, est aliéné, ce que Lacan appelle la chaîne signifiante, et c'est donc le signifiant qui détermine le sujet. Le sujet comme effet de langage, ça parle, n'est-ce pas, en lui. Donc non pas le sujet comme sujet d'initiative, mais et puis d'autre part parce que ce sujet tel que on rencontre la psychanalyse, eh bien il est fendu, il est barré, il est divisé, bref, j'en passe, n'est-ce pas? Donc il y a bien une fonction sujet, mais qui marche surtout par dysfonctionnement. Ce qui fait donc que le sujet, au fond, est une figure de plus en plus incertaine, n'est-ce pas? En tout cas, qui n'a plus l'autonomie, l'unité, l'hégémonie qu'elle s'attribuait auparavant. Alors je vais juste te dire, pour qu'on ait le temps de débattre un peu, qu'au fond, qu'est-ce qu'on peut envisager aujourd'hui comme avenir au sujet que nous sommes? Je ne pense pas à une autre figure du sujet. Je ne pense pas surtout à revenir à des figures précédentes du sujet. Non, l'histoire est passée par là, la psychanalyse est passée par là, mais déjà le marxisme, le structuralisme, tout ça a défait une figure du sujet dans sa transparence, dans son autonomie, dans son unité. C'est comme ça. Tous des modes divers de subjectivation. Mais il me semble que, d'abord, je voudrais dire que cette époque, ce grand moment de la philosophie, en France, n'est-ce pas, mais qui était, où la philosophie française a été si importante dans le monde entier, celui de Foucault, Deleuze, Derrida ou Lacan, n'est-ce pas, ce grand moment de la French Theory, n'est-ce pas, aux États-Unis. Au fond, ce qui me frappe de plus en plus aujourd'hui, c'est que c'est une époque, en quelque sorte, je ne dirais pas périmée, mais qui n'est plus d'actualité. Je veux dire, le monde a tellement changé depuis ce grand moment de la philosophie française et des philosophes que je nommais. Au fond, les conditions historiques d'aujourd'hui sont tout autres que celles de la fin du XXe siècle. Foucault dit à un moment qu'il faut être attentif à cet instant précis où les choses qui étaient actuelles, contemporaines, entrent dans l'archive. Puis il me semble que la philosophie française de la fin du XXe siècle est entrée dans l'archive, parce que nul ne pouvait imaginer à l'époque ce qui s'est produit avec le numérique, avec l'informatique, le numérique, et avec l'intelligence artificielle, avec tout ça. Je veux dire. Et pour moi, cette époque de la fin du XXe siècle, de la philosophie française, c'est une époque heureuse, n'est-ce pas? Époque heureuse, j'en ferai pas un paradis perdu, mais en tout cas, il faut voir que les conditions ou les contraintes de rabattement du sujet aujourd'hui ont une nouvelle acuité par rapport à cette époque précédente. Donc, comment penser le sujet? Alors, je vais dire très simplement comment je m'engager un peu, comment je vois la chose. Je ne pense pas à une nouvelle figure du sujet. Je ne pense pas non plus à critiquer les conceptions précédentes qui ont défait, n'est-ce pas, la figure du sujet. Je pense qu'il faut penser à un sujet dans la marge de jeu qui lui reste, en termes, je l'ai dit, de capacité, d'initiative. Donc, au fond, que pouvons-nous être dans ce système de conditionnement par les réseaux, par la technicité, par le marché mondial? Peut-être des sujets que j'appellerais agiles ou alertes. Je crois que c'est ce qui nous reste. Agile, alerte, c'est-à-dire sachant à travers tous ces conditionnements, toutes ces contraintes, maintenir une résistance et garder une capacité d'initiative, c'est-à-dire être au début de quelque chose qu'on est prêt à assumer, qu'on est prêt à porter. Alerte est un terme que j'aime bien parce que c'est l'opposé d'inerte. Soit nous devenons des sujets inertes parce que pris dans les réseaux, pris dans toutes les connexions, pris dans la consommation, bon, inerte. Hein. Et l'inverse de inerte, c'est alerte. Beau mot de la langue, qui vient d'italien, alerta, sur la hauteur. Le sujet alerte, c'est celui... Être alerte, c'est quelqu'un qui est vigilant, sur la hauteur, qui voit ce qui vient et qui sait s'en dégager. Mais peut-être que c'est la condition du sujet, ou la figure du sujet qu'il faudrait, disons, promouvoir, c'est un sujet alerte, agile, qui ne se laisse pas prendre totalement dans, disons, les logiques de commodité, les logiques du marché, les logiques de technicité,
mais qui garde cette initiative, cette capacité, voire cette ironie, n'est-ce pas, qui permettent de pouvoir, à travers toutes les contraintes, eh bien, garder cette initiative de mobilisation et ce qui est au départ ou le plus ancré dans la figure du sujet, de désir. Je pense que notre société risque de mourir par perte de désir. Dans les enquêtes sociologiques le montrent, hein, la jeunesse, le désir est quelque chose de beaucoup moins présent, actif qu'avant, parce qu'il suffit de cliquer. Donc si vous cliquez, vous avez tout de suite. Désirer, c'est cheminer pour accéder. Le désir implique que tout ne soit pas fait, ne soit pas obtenu immédiatement, tout de suite, ici, mais qu'il y a à accéder. Et je crois que c'est ça qui est le plus menacé aujourd'hui. L'illusion qu'on a tout de suite, n'est-ce pas? Comme on clique et puis voilà, l'ordinateur s'allume. Et que se tarisse progressivement en nous la capacité foncière du sujet, qui est le désir. Et je crois que c'est parce que le désir implique un espacement, implique de la distance, implique que tout ne soit pas apporté, ou, disons, c'est une fiction, mais disons, considéré comme apporté. Bref, qu'il y a cheminé, qu'il y a accédé, qu'il y a fait effort. Le désir implique cela. Donc, au fond, ce qui est en cause dans cette question du sujet et le risque de son étiolement, c'est notre capacité à désirer. Merci de votre attention.